Alors effectivement, en fait, c'est un projet qu'on est en train de mener actuellement et qui va bientôt aboutir parce que la situation est un peu urgente. Alors pour refaire un petit peu l'historique, on avait déjà travaillé nous auprès notamment de la filière aide-soignante sur tout ce qui est entrée en formation, apprendre à apprendre et apprendre avec le numérique, apprendre à s'organiser, enfin vraiment pour accompagner leur début de formation. C'est des choses sur lesquelles on revient régulièrement et en fait, il se trouve que actuellement, tous nos apprenants sont entièrement en enseignement à distance et donc ils ont besoin d'un accompagnement toujours plus fort, notamment dans l'utilisation de ces ressources numériques et surtout comment travailler ça lorsque il n'y a pas de présence sur le site. Donc le contexte s'y prête et s'y prête encore plus que nous avons en fait une promotion qui vient juste de rentrer, qui est la promotion d'accompagnant éducatif et social, qui est rentrée le 16 mars. 16 mars, jour de la fermeture des instituts de formation. Donc, ces apprenants n'ont pas finalement vu leurs interlocuteurs, ne les ont pas rencontrés physiquement, n'ont pas eu accès à toutes les ressources papier et donc on les a basculés d'emblée sur du 100% à distance. Et donc, rapidement, on a eu les premiers écueils. Donc, les apprenants, on les a inscrits sur la plateforme, sur le LMS. Et rapidement, on a eu les premiers écueils d'apprenants qui étaient en grande difficulté, notamment par rapport à l'utilisation justement de ces ressources qui sont mises à leur disposition. Et finalement, une fois que j'ai toutes ces ressources-là, comment je m'organise autour de ça et comment je travaille et comment finalement j'apprends à partir de tous ces éléments-là. Et donc, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on pourrait pas adapter ce travail qu'on a fait avec les AS à cette promotion AES qui vient juste de rentrer, en construisant tout un parcours de formation en lien avec un peu apprendre à apprendre, organiser son travail pour essayer de mettre en place cet accompagnement. Donc dans l'idée, voilà un petit peu l'historique et le contexte de ce projet-là. Donc ces éléments sont importants parce que ça nous a permis dans un premier temps, nous, de vraiment analyser l'existant, analyser le contexte et surtout partir d'une chose qui est essentielle dans tout projet, notamment de e-formation, c'est de partir des besoins. Donc pour partir des besoins, on a été plus loin, c'est qu'on a pris une collègue a appelé chacun des apprenants pour vraiment cibler de manière individuelle. Alors, ils sont 30. On me dirait c'est plus difficile à faire lorsqu'ils sont 140 dans une promotion inférieure. Mais toujours est-il que voilà, on a vraiment fait ce travail de recenser les besoins individuels pour essayer vraiment de s'adapter encore, d'adapter notre projet de formation au mieux à ces besoins. Donc, effectivement, ce qui est ressorti, c'est que nos apprenants, ils ont beaucoup d'informations, ils n'arrivent pas à en faire le tri. Ils n'arrivent pas à cibler ce qui est important. On leur demande de travailler en groupe, mais finalement, travailler en groupe sans s'être réellement vu, c'est encore plus compliqué. Ils ont du mal avec leur environnement de travail, comment l'aménager, comment être à l'aise avec l'informatique, enfin, tous ces éléments-là. On est parti, donc, comme je vous l'ai dit, du contexte. Et à partir de ça, on a fixé justement des objectifs de formation. Et un objectif global, c'est créer un dispositif d'accompagnement entièrement à distance. Et on souhaiterait qu'à l'issue de ce dispositif, nos apprenants soient capables d'organiser leur travail, de planifier leur travail, de repérer et de travailler à partir des différents supports, de maîtriser un petit peu les outils de base de communication à distance et le travail du coup collaboratif, et puis surtout qu'ils puissent travailler autour de leur profil d'apprentissage pour qu'ils puissent adapter leur stratégie d'apprentissage. Donc l'idée, c'est ces objectifs-là qui ont conditionné un peu la construction du projet. Alors pour le moment, on est encore dans cette phase de scénarisation. C'est-à-dire que là, pour le moment, on ne travaille pas directement sur la plateforme. On est vraiment dans la phase, on va dire, plutôt d'ingénierie où on essaye, en regard des objectifs, de fixer des activités, de déterminer les contenus à aborder et de proposer justement les outils qui vont nous permettre et qui vont permettre surtout aux apprenants d'atteindre cet objectif. Donc, on a pensé finalement un scénario en 6 étapes. Alors, je vais peut-être vous l'afficher à l'écran, ça sera peut-être plus parlant. Hop.
Alors à chaque étape, en fait, l'idée c'est de se dire, ben en gros, qu'est-ce que je vise comme objectif, qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent, voilà, de clarifier vraiment quelle est l'intention et puis comment on va l'aborder, quel contenu on va aborder et par quel outil, quel biais on va l'aborder, avec à chaque fois en se disant, finalement, quel est le critère qui va me permettre de dire j'ai atteint mon objectif. Donc là, on est en train de poser justement les choses à l'écrit. Alors c'est vraiment à l'état de brouillon, hein, mais voilà, on essaye de collaborer pour essayer de mettre ça en œuvre rapidement, puisque le premier temps d'accompagnement serait prévu demain. Mais en gros, on a pensé un parcours en 6 étapes. Donc la deuxième étape, ça sera j'organise mon travail et mon espace de travail. Euh, voilà, je découvre mon profil d'apprentissage, j'adapte du coup ma stratégie d'apprentissage. Voilà, avec l'idée, c'est que finalement le message clé, c'est j'apprends donc je suis. Euh, donc, vous voyez, par exemple, sur ce temps-là, ben, on a détaillé temps 1, explicitation des objectifs de travail, avec en regard la ressource associée. Voilà, avec toujours en fait l'idée d'adapter encore une fois le contenu et la ressource par rapport à l'objectif qu'on vise. Et le dernier, donc les autres étapes, ça sera donc je découvre les particularités d'apprendre avec le numérique, comment je prends des notes. Et donc ça, ça tiendra compte bien sûr de l'étape aussi de la stratégie et du profil d'apprentissage. Et puis le dernier temps sera sur travailler en groupe, quel outil utiliser, comment m'organiser à distance, avec l'idée et la perspective d'amorcer ce travail qui n'est pas forcément évident pour eux. Dans un dernier temps, c'est de créer une communauté et un collectif d'apprenants. Donc voilà un petit peu voilà la démarche qu'on a initiée et donc là on est tout juste rentré dans la phase je commence à essayer de voir comment produire. Alors pour tout vous dire, le LMS c'est quelque chose qu'on commence à utiliser depuis peu sur Aura. En tout cas, je parle pour moi. Et donc, ma collègue Elisa a commencé à profiter aussi de cette occasion pour essayer de voir un peu quelles sont les fonctionnalités. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle avait imaginé pour vous donner un aperçu de. Alors, excusez-moi, ça m'a sorti du module. Voilà, et donc l'idée, c'est vraiment en fait de proposer encore une fois les ressources et les outils adaptés pour permettre pour travailler à partir d'objectifs pédagogiques. Voilà, donc l'idée, bien entendu, ça sera qu'une fois que tout sera élaboré, on pourra, si vous le souhaitez, partager avec vous toutes ces ressources-là. Mais vraiment, notre idée, c'est de vraiment de scénariser cet accompagnement pour pouvoir, encore une fois, vraiment l'adapter à des objectifs pédagogiques bien précis. Donc voilà un peu l'idée, par exemple, d'un des modules de formation qui est sur organiser son temps dédié à la formation. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou des choses comme ça, c'est avec plaisir. Voilà, ou je ne sais pas si Elisa est présente aussi et si elle veut enrichir cette présentation. Je suis là. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux remettre en partage ton écran, s'il te plaît? Bien sûr. Merci beaucoup. Oui, donc du coup, on a commencé à… Enfin, moi, j'ai commencé à prendre la main dessus, même si on est un peu tôt dans la conception, parce que pour tout simplement mettre les mains dans le cambouis et voir un peu ce qui était possible de faire avec la plateforme. Donc là, il s'agit d'un module, comme le disait Vincent, dédié à comment j'organise mon temps de travail.
Et par exemple, la première slide consiste à proposer un exercice pour qu'ils puissent déterminer le temps qui est disponible pour leur formation. Avec derrière, dans cette idée, qu'ils prennent conscience que entrer en formation, c'est aussi articuler vie quotidienne et formation, et que du coup, ça va impacter leur entourage, leur famille et leur organisation familiale. C'était important pour nous, d'autant plus qu'à distance et dans un contexte de confinement avec des enfants, avec des contraintes d'organisation des différentes temporalités, c'était important que ils essaient de se poser là-dessus et de réfléchir à ça. On a imaginé aussi un deuxième exercice où là, ils vont devoir faire un rétro-planning, c'est-à-dire à partir d'un temps limité et d'un emploi du temps, voir comment ils vont être en capacité de se fixer des objectifs et une liste de tâches à faire pour atteindre leur objectif avec efficacité. Donc vraiment là, l'idée c'est que comme leur temps est limité, eh bien il faut qu'ils puissent se fixer ces objectifs pour atteindre, ils puissent se fixer des objectifs pour là c'est le cadre d'une révision, donc pour qu'ils puissent arriver en excusez-moi, j'ai les enfants derrière, pour qu'ils puissent arriver en excuse-moi Vincent, pardon. Donc pour qu'ils puissent arriver à leur est-ce que tu peux me remettre sur la page, s'il te plaît, Vincent? Sur la page 3, se fixer des objectifs. Voilà. Donc voilà, du coup l'idée c'était qu'ils puissent répartir leurs tâches, les tâches sélectionnées pour qu'ils puissent atteindre leur objectif, c'est-à-dire arriver au moment de l'évaluation en ayant révisé ce qu'ils souhaitaient et comment ils le souhaitaient, en fonction aussi de leur profil d'apprentissage. Et pour cela, en fait, et c'est l'objet du module suivant qui va être fait, c'est utiliser les bons outils. Et donc, on va leur en proposer quelques-uns en leur expliquant que, en fonction de leur profil d'apprentissage, ils peuvent utiliser un certain nombre d'outils qu'on leur présente, mais il en existe des tas d'autres et que c'est à eux de s'emparer des différentes méthodes de travail. Là, on leur en présentera 4. Le premier, c'est l'écoute active. Le second, c'est la prise de notes. Par exemple, on va leur présenter aussi bien une prise de notes traditionnelle qu'une prise de notes par mind map. L'ancrage des contenus, sur comment fonctionne notre capacité à mémoriser, et puis les différentes possibilités de réviser du contenu en fonction de son profil d'apprentissage. Donc, si on est plutôt visuel, si on est plutôt auditif, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un exemple de module qu'on souhaitait leur mettre à disposition avec cette idée toujours d'avoir à la fois du temps en ligne, mais aussi du temps en synchrone au travers de visioconférences et d'exercices très pratico-pratiques à leur faire pour qu'ils s'emparent vraiment des différents outils qu'on leur présente. Et puis donc effectivement, enfin l'idée vraiment encore une fois dans cette idée de scénariser, c'est bien sûr de pouvoir faire quelque chose qui est aussi après derrière transposable et adaptable surtout en fonction des besoins. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est de faire quelque chose qu'on pourra après réinvestir auprès d'autres filières. Comme je l'ai dit, on a déjà testé, mais alors sous une autre forme, mais vraiment en présentiel,
auprès des AS et à l'aide plutôt d'une présentation PowerPoint, enfin d'exercices, des choses comme ça, mais vraiment en présentiel. Mais c'est aussi l'idée, voilà, de pouvoir expérimenter ça et toute la démarche de scénarisation en amont de nous permettre de le déployer sur d'autres filières tout en s'adaptant encore une fois à chaque fois aux besoins puisque encore une fois, voilà, notre souci, c'est de ne pas mélanger outils, moyens et objectifs pédagogiques. Alors, je suis obligé de te dire, Vincent et Elisa, que votre projet va être très, très vite attendu. Si je lis tous les commentaires qui sont écrits, c'est effectivement tout à fait transposable à d'autres filières. Je salue le fait que vous ayez pris un engagement d'utilisation de la plateforme pour une promotion qui est rentrée pendant cette période de confinement. Donc, ce sont des étudiants qui physiquement n'ont jamais mis les pieds à l'institut, enfin, ils n'ont jamais été en contact direct avec les formateurs, ce qui rajoute encore une difficulté particulière. Je salue le fait que ce soit aussi une filière sociale, parce qu'on a vu beaucoup de projets sur le côté sanitaire, mais là, pour le coup, c'est un projet plutôt sur les filières sociales. Et l'idée, ça rejoint la question que Françoise vient de poser, c'est que c'est très attendu. C'est un beau projet. Donc, l'idée, c'est qu'en termes de temps de mise à disposition, quel est le rétro-planning que vous fixez? Et puis, comme il y a peut-être des personnes qui sont intéressées pour prendre part à ce projet, est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre sur un groupe de travail dédié à cela? Alors tout à fait. Alors nous, dans l'idée, c'est que donc là la situation elle est un peu urgente, hein, c'est-à-dire que enfin d'initier et de mettre en œuvre ce projet, ça a commencé en début de semaine. Donc là vraiment, enfin on y travaille dessus. Alors c'est en plus on travaille un peu de manière, enfin on travaille de manière partagée, mais c'est toujours un petit peu difficile de collaborer parce qu'on a d'autres missions à côté. Mais là vraiment, on est en train de mettre l'accent dessus pour essayer de faire quelque chose rapidement. L'idée, c'est que le premier temps d'accompagnement et le dispositif sera présenté demain à la filière. Et c'est de lancer directement les modules de formation et tout ça dans la foulée, c'est-à-dire vendredi débutent les premiers modules de formation. Donc voilà, ça sera finalement assez rapide. Et encore une fois, bien entendu que nous, l'idée de travailler sur tout ce qui est justement accompagner à distance, accompagner l'apprentissage via des ressources numériques. Bien sûr que c'est quelque chose, voilà, si un groupe de travail veut collaborer avec nous là-dessus, il n'y a aucun souci parce que, encore une fois, c'est assez déroutant pour les apprenants, même quand ils rentrent en formation en présentiel. Des fois, on a tendance à justement à leur dire, ben voilà, vous allez utiliser une plateforme, vous allez utiliser ça. Oui, c'est très bien, mais encore une fois, il faut faire attention, c'est que tout ce qui est pédagogie par du e-learning nécessite un accompagnement toujours plus fort de la part du formateur. Et donc, bah, l'idée, c'est de travailler et commencer à accompagner ces usages par le biais du LMS directement. Comme ça permet en même temps que le travail sur son profil d'apprentissage et tout ça, ça permet aussi une première expérimentation de l'outil qu'est le LMS. Par rapport à la question de la collaboration, alors c'est vrai que nous, là, on fonctionne assez dans l'urgence. Ce sera quelque chose qui sera forcément perfectible. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de poser les premiers jalons. Après, derrière, c'est sûr que ce sera complètement intéressant de venir approfondir, d'améliorer le dispositif, de le penser autrement. C'est vrai que nous, on avait aussi cette problématique-là de créer une communauté d'apprenants. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer et du coup, toute la problématique, c'est de faire en sorte que se crée une promotion et par le biais du numérique. Et c'est là que ça devient plus particulièrement intéressant. Mais c'est vrai que, étant donné l'urgence de la situation, parce qu'il faut savoir que le formateur référent est tombé malade aussi.
Donc, la seule personne qui était une personne, enfin qui était la, la personne qui les accompagnait depuis le début du parcours, de leur parcours de formation, n'est plus présente. Donc, il faut recréer derrière à la fois un lien de confiance avec l'institution, qui se trouve des personnes référentes à qui s'adresser tant du point de vue pédagogique que du point de vue technique. Et puis se pose aussi la question de finalement comment ils travaillent ensemble entre eux. Et là, ça va être l'objet de notre rencontre demain avec eux en visioconférence. Très bien. Donc, il y a beaucoup de personnes intéressées vraiment par ce projet. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense qu'effectivement, c'est un projet qui, certes, il y a l'urgence, mais il y aura aussi la place pour ce type d'accompagnement une fois que le calme sera revenu pour justement intégrer ces nouvelles pratiques pédagogiques et accompagner nos apprenants. Non, pas de questions sur ce sujet. Je vois une question sur le jeu. Oui. Alors, il faut savoir que nous, quand on l'a fait en présentiel, on l'a fait sous forme à la fois d'exercice, mais aussi de jeu. C'était c'était une séquence qui était particulièrement ludique. Et c'est vrai que nos étudiants en avaient gardé un beau souvenir. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trop la possibilité, au vu du peu de temps qu'on a, de créer ce principe du jeu à distance. Mais par contre, effectivement, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et qu'on souhaiterait mettre en place dans le temps. Très bien. D'autres remarques? Là, je vois une remarque sur la notion de classe virtuelle pour un début de formation, pour créer cette cohésion de groupe. Tous les outils en fait qui sont un peu collectifs, comme une réunion effectivement de type Zoom, on l'a déjà vu sur un projet qui avait été présenté par Ketini, Diane, avec l'ensemble des étudiants. C'est aussi un outil qui permet de créer ce lien avec les apprenants, avec les formateurs. Et j'ai vu passer aujourd'hui une invitation, alors je crois que c'est en Hauts-de-France peut-être, mais il y a aussi ce type de dispositif qui est une invitation de tous les étudiants à venir échanger, poser leurs questions sur un Zoom comme ça collectif organisé. Donc c'est un bon moyen de maintenir cette cohésion de groupe. Oui. Alors, la problématique qui se pose par rapport à une visio, ils se sont déjà retrouvés en visio avec leur formateur référent. Maintenant, le problème pour eux, et c'est le problème qu'a soulevé la responsable la directrice de la formation, et qu'elle nous a demandé d'essayer de combler, c'est le fait de travailler en groupe. C'est-à-dire qu'actuellement, apparemment, ils ont créé un groupe Messenger. Ils commencent déjà à échanger entre eux. La problématique, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à travailler ensemble. Donc, vraiment, là où on va mettre l'accent demain, c'est sur les outils qui sont à leur disposition pour co-construire. Ce qui existe, voir avec eux aussi ce qu'ils connaissent, parce que on peut pas changer leurs habitudes autour d'un espace de numérique de travail de manière trop importante. Il faut s'appuyer sur ce qu'ils savent faire. Or, c'est un public qui est assez peu familiarisé avec l'informatique. Et c'est vrai que on a repéré, donc la collègue qui a appelé tous les étudiants a repéré les personnes qui peuvent servir de référence pour les aider éventuellement, celles qui sont plus à l'aise avec le numérique et qui peuvent venir en appui et sous la forme d'un tutorat.
Donc l'idée, ça va être vraiment de travailler le tutorat entre pairs et puis aussi de leur dire aussi que nous, on est disponible et se mettre à disposition sur des temps donnés pour les accompagner de manière plus spécifique à l'acquisition de certains outils. Donc vraiment, demain, l'idée, c'est de leur montrer comment on se coordonne, comment on agit, déjà comment tout simplement on se coordonne pour créer des binômes de travail. Ensuite, c'est leur présenter des outils pour faire de la co-construction. Ça peut être aussi bien du Google Drive que du Framasoft, en leur expliquant un peu les différences et les enjeux et voir sur quoi surtout eux ils sont plus à l'aise. C'est aussi imaginer savoir aussi comment on dépose des travaux sur la plateforme Dokeos. Voilà, c'est quelles sont les démarches à réaliser, comment on fait, qu'est-ce que c'est, quels sont les différents types d'outils de communication pour la communication de base, en distinguant ce qui est du synchrone et de l'asynchrone, en sachant que il y a des outils qui permettent les deux et que après c'est vraiment l'idée, c'est qu'ils se mettent d'accord entre eux pour travailler sur les outils avec lesquels ils sont à l'aise. Voilà, donc ce sera l'objet de notre rencontre demain, à la fois leur présenter, nous présenter en tant que personnes ressources pour un certain nombre de tâches, notamment l'acquisition de compétences techniques, et puis un deuxième temps vraiment sur comment on va travailler en groupe à distance en leur faisant faire des petits exercices pratico-pratiques. Par exemple, à l'issue de ce cours-là, ils devront avoir créé des binômes et partager leur disponibilité pour que la semaine prochaine, ils puissent faire des travaux qui vont leur être demandés à deux. Et puis, l'idée, c'est vraiment qu'ils soient plus opérationnels pour pouvoir travailler en groupe. C'était pas ce qui venait en premier dans le parcours de formation qu'on avait conçu. Normalement, ça venait en bout de parcours de formation. Mais étant donné l'urgence de la situation, c'est ce qui nous a paru le plus adéquat. Voilà. C'était vraiment le besoin immédiat pour ces étudiants-là, au regard de ce qu'ils avaient fait remonter. C'est pour ça, encore une fois, que l'idée de scénariser et de poser les choses, de construire en fait module par module en lien direct avec des objectifs, ça permet justement après, en fonction de la demande et des besoins et de l'urgence des besoins, de vraiment adapter en fait la stratégie pédagogique derrière. D'accord. Une question de Diane. Et il y aura une autre question après de Mehdi par écrit. C'est pas une question, c'est juste cette phrase, je crois qu'elle est de Mark Twain, qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Moi, je voulais vous dire merci parce que vous avez, je crois, repoussé les limites du possible. Et on dit souvent qu'il faut que les gens se connaissent avant de collaborer ou de coopérer via ces plateformes. Vous êtes en train de nous prouver que le contraire est possible. Donc voilà, je voulais juste saluer votre travail et votre audace. Merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre, pour ma part, j'ai une force, c'est que j'ai réalisé, j'ai terminé il y a 2 ans un master que j'ai réalisé entièrement à distance. Et du coup, je me suis retrouvée en situation d'apprenant avec des personnes que je ne connaissais absolument pas et qui venaient des 4 coins de la planète. Donc, du coup, quand on est face à ce genre de situation, on développe des stratégies. Et finalement, ça m'est au jour d'aujourd'hui particulièrement utile parce que je sais que c'est possible d'apprendre à distance et pour l'avoir vécu, je sais que ça peut être extrêmement enrichissant
Donc, finalement, ça nous fait, ça nous a, on avait moins ce sentiment de se dire que c'était pas possible, puisque voilà, j'ai pu le vivre par moi-même. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors, il y a une question de Mehdi sur la notion de stage. Là, on parle de formation qui est plutôt sur l'acquisition théorique, mais comment la partie stage va être envisagée dans cette formation AES? Justement, enfin moi, donc Véronique Verpillon, directrice des formations sociales, justement, c'est la question qui risque de se poser, c'est-à-dire que là, ils doivent partir en stage normalement début mai. Si effectivement le confinement perdure, il va vraiment falloir, effectivement, on sera obligé de faire un peu soit des simulations, soit leur proposer des situations. Enfin, on va être obligé de les faire travailler sur des éléments du stage, en fait. À mon avis, c'est comme ça je ne vois pas comment on pourra faire autrement, sur un peu, oui, des éléments du stage et mettre le focus à chaque fois sur certains éléments. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Puis de toute façon, je pense qu'avec le confinement, ils vont être obligés d'alléger, puisqu'effectivement, au niveau social, là justement, je sors d'une réunion là, sur le diplôme d'AES. De fait, comme un certain nombre de cursus n'auront pas pu aller au bout, et qu'en plus, en fonction des régions, les calendriers sont très différents. Et si on prend par exemple rien que Auvergne-Rhône-Alpes, sur Saint-Étienne, ils venaient juste de finir la promotion précédente venait juste de finir le cursus, et à Moulins, par exemple, ils le finissaient dans un mois. Donc déjà, si vous voulez, il y en a qui ont pu finir le stage, d'autres pas. Chaque région a un profil différent du diplôme, en fait. Donc, de fait, je dirais que toute l'année 2020, ils vont être obligés d'aller, en tout cas au niveau des textes, il ne pourra plus y avoir le volume horaire de stage prévu, et il va falloir soit alléger, soit inventer, j'allais dire, créer des modalités qui leur permettent quand même de comprendre les mécanismes sans l'avoir véritablement vécu. Et là, il faudra sûrement s'appuyer sur leurs expériences ailleurs, précédentes. Là aussi, ça va tout être à construire. Eh bien, nous aurons le plaisir d'avoir le retour dans tous ces projets à venir. D'autres questions, d'autres remarques ou d'autres… Non, mais écoutez, alors je vais profiter de cette expérience pour vous parler 3 secondes d'une question technique qui a été soulevée. C'est vrai que dans un parcours de formation sur la plateforme, l'idée, c'est d'avoir évidemment tous les modules qui sont préparés à l'avance, qui sont prêts et validés, et donc on publie un parcours de formation et on inscrit les apprenants. Et la difficulté, c'est que parfois, on n'a pas forcément la totalité des modules qui sont prêts. On a une vision parfois sur 1 jour, 2 jours, et puis on ne sait pas très bien ce qui va se faire sur le 3e jour. Et donc la difficulté, c'est qu'on ne peut pas modifier un parcours qui est déjà publié, parce que c'est considéré comme un parcours qui a été diffusé. Donc, on a des apprenants qui ont déjà des statistiques sur ces parcours. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut vraiment pas s'interdire de faire, et certains le font, certains IRS le font, de faire vraiment un parcours de formation tous les jours différents. Certains font le parcours de la journée avec des modules qui sont prévus dans la journée du lendemain, par exemple. Et puis, ce parcours-là, la question qui a été posée, c'est de se dire, est-ce que l'apprenant, il ne va pas se retrouver avec 10, 20, 30 parcours de formation sur son espace et ne plus rien y comprendre? L'idée, c'est qu'un parcours de formation, lorsqu'il est terminé par l'apprenant, lorsque toutes les activités sont faites, il va disparaître de l'écran de l'apprenant. Ces parcours de formation vont prendre le statut de terminé, et donc l'apprenant va pouvoir les effacer de son affichage. Je vais peut-être vous le montrer en pratique vraiment quelques secondes. Où est-ce que j'ai mis la plateforme? Elle doit traîner quelque part par là. Alors,
Toc. Je vais vous partager l'écran, non, ça ne se fait pas. Alors, voilà. Donc là, c'est l'affichage classique d'un apprenant lorsqu'il se connecte à son compte. Il a son espace nouvelle formation qui apparaît avec la formation peut-être du jour, peut-être celle de demain et celle d'après-demain. Et puis, ça, c'est vraiment les dernières formations sur lesquelles il est inscrit. Et lorsqu'il va basculer dans son onglet « Mes formations », il va retrouver évidemment toutes les formations de la veille, de l'avant-veille et des semaines passées. Donc, ça fait parfois un parcours relativement lourd. Et dans ces statuts qui sont présents ici, il y a une petite case qui permet de se dire « Je veux voir les parcours que je n'ai pas encore faits, pas encore commencé, pas encore débuté. » Et je peux avoir accès à des parcours qui sont totalement terminés, sur lesquels j'ai fait la totalité. Vous voyez les barres vertes qui indiquent que j'ai tout fait. Donc, en termes d'archives, il peut revoir des parcours qui portent sur les jours précédents et puis ne voir peut-être que les parcours du lendemain ou des jours à venir. Donc, ce n'est pas un souci d'affichage pour l'apprenant. Il n'est pas interdit de mettre des parcours quotidiens différents. Et puis, lorsqu'on aura un peu plus de temps, tous ces modules qui auront été mis pour le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, eh bien, on pourra certainement les rassembler pour faire un parcours, par exemple, d'une semaine, en additionnant tous ces quatre modules et en faire un parcours beaucoup plus long. Et ça rejoint l'idée qu'on ne peut pas partir d'emblée sur un parcours dédié à une UE, par exemple, de dire on va faire 30 heures de formation à distance et on va tout mettre sur le parcours. Il y a forcément des choses qui vont être évolutives au sein de ces parcours. Donc, il ne faut pas hésiter à scinder son parcours, de faire un parcours peut-être la première semaine, la deuxième, la troisième semaine d'une UE. Et puis, quand on a stabilisé les contenus, qu'on estime que ça ne changera plus, eh bien, on peut rassembler ces contenus pour en faire un parcours unique. Donc, il ne faut pas hésiter dans cette période-là actuelle à avoir des parcours peut-être quotidiens. Je le dis parce que certaines régions le font, d'autres hésitent peut-être, mais il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Et puis l'autre élément, c'est ce qui a été dit par Vincent, on commence par ce côté écriture, et l'écriture a le bénéfice de donner une vision à peu près globale de la formation. Et ça évite parfois de travailler directement sur la plateforme et de commettre ce qui arrive très souvent, des oublis qui sont totalement involontaires. Mais ça nous oblige à republier, à refaire finalement le travail, alors qu'un écrit à la base qui est validé en équipe, ça facilite le travail derrière de mise en place sur la plateforme. Toujours dans les aspects techniques, vous savez qu'on a la solution Voltaire qui est ouverte pour un bon nombre d'apprenants. On a plusieurs milliers de licences qui ont été achetées pour l'ensemble des IRFs. À ce jour, on a encore beaucoup de licences qui ne sont pas utilisées. Donc, normalement, tous vos référents e-formation sont au clair avec les licences qui sont plus ou moins utilisées selon les différents sites. L'idée, c'est que là, on est vraiment sur un temps de formation à distance. La solution Voltaire, c'est une solution de remise à niveau en orthographe et puis un petit outil sur l'accompagnement à l'utilisation du mail en situation professionnelle. Donc, ce sont des outils de formation à distance qui peuvent être vraiment mobilisés. Et je trouve que ce serait dommage qu'en octobre 2020, à l'expiration de ces licences, on se rende compte que ces licences Voltaire n'ont pas été utilisées. Et je vais laisser la parole à Sophie Niclot qui a fait un petit tutoriel, enfin je dis un petit, c'est un tutoriel tout court, pour l'apprenant, pour utiliser Voltaire dans les meilleures conditions possibles. Donc si vous êtes amené à se dire oui, on a des licences Voltaire, on ne les a pas encore mobilisées parce qu'on ne sait pas, on n'a pas eu le temps d'expliquer aux apprenants ce qui allait se passer, sans doute que ce tutoriel pourrait apporter un petit soutien et faire en sorte qu'on utilise ces licences et ne pas les laisser perdre d'ici octobre. Sophie, est-ce que tu es présente ? Je suis là. Bonjour tout le monde. Alors, pour le moment, j'en suis au stade où je vais monter dans le module d'Endokios. J'ai fait la matière première. À savoir, j'ai créé simplement un PowerPoint et puis j'ai inséré la vidéo sur chacune des diapositives. Au départ, Voltaire, on voulait franchement l'accompagner en grand test. On voulait franchement faire du blended pour permettre d'avoir un meilleur taux de réussite. Donc, on l'a mis en œuvre auprès des secrétaires médicales. Et donc, on a pu voir où les questions se posaient, en fait.
Donc, il y a ce tutoriel, en fait, il va nous permettre de mettre à disposition aux volontaires de tout le Grand Est une inscription au projet Voltaire. Alors, il y a tout, franchement, la présentation de ce que c'est que le projet, avec franchement la présentation des modules d'entraînement, ce que ça comprend, où est-ce qu'ils vont être amenés en suivant ce parcours, des préconisations sur comment s'organiser à minima. Alors, c'est pas ce qui vient d'être présenté au niveau de l'organisation et le travail à distance, loin de là, c'est juste une petite diapositive, mais pour remettre quand même dans le contexte, c'est que c'est un travail quand même à fournir quotidiennement sur un certain nombre de semaines, donc qu'il soit bien au clair avec ça. Le matériel nécessaire pour faire le test de profil au départ. Petite présentation sur l'interface, comment on s'y prend. Et puis, il y avait aussi toute la partie synchronisation avec les smartphones. Cette étape-là, elle peut être un petit peu surprenante pour certains apprenants, où il faut en fin de compte dupliquer son compte depuis Dokeos pour synchroniser avec les bases du projet Voltaire pour avoir ces identifiants à utiliser sur smartphone. Donc cette étape-là, il était nécessaire de la présenter. C'est une procédure simple, mais qui est très très rigide. Donc c'était important de les prévenir de cette méthode. Donc, j'ai fait un module franchement le plus light possible et puis le plus générique possible, qu'il n'y ait pas une filière particulière qui soit marquée, avec évidemment la possibilité de nous contacter, évidemment. Mais là, ça va me permettre en fait d'inscrire à la volée les apprenants qui demanderont. Je n'aurai pas à attendre d'en avoir 10, 15, 20 pour les inscrire d'un seul coup. Je vais pouvoir le faire franchement au fil de l'eau et leur donner les moyens sans avoir automatiquement à faire une classe virtuelle, à expliquer en live, ainsi de suite. Là, ils seront en mesure de s'emparer de l'outil avec à minima les méthodes. Voilà. Super, alors merci beaucoup pour ce bel outil. Alors, dans la prochaine rentrée scolaire, cet outil, je propose qu'il soit intégré directement au parcours Voltaire. Voilà, mais c'est une proposition. Donc, Sophie, tu accepteras ou non de partager ce travail à grand volume. Et puis, la question des licences, hein, c'est vraiment important que vous sachiez vraiment quelles sont les licences qui sont à ce jour non utilisées. Parce qu'il est vrai qu'on a obtenu une négociation assez intéressante au niveau tarif, hein, pour être très honnête et très direct. On a une liche apprenant qui est à 7 € l'année, le tarif normal étant 21 € à peu près. Ça ne comprend pas la certification qui est à 25 € toutes circonstances, mais ça permet vraiment de se dire que cet outil est présent. Donc il est possible que une des filières proches de la vôtre ait commandé des licences mais n'ait pas souhaité les utiliser, c'est tout à fait possible. La plateforme permet d'inscrire des apprenants quelle que soit leur filière. Et on peut très bien imaginer aussi que ce sont des licences qui peuvent être utilisées pour des formateurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier les licences qui sont disponibles dans votre région. Chaque région, alors toutes les régions n'ont pas commandé de licence, et on a déjà des directeurs régionaux, ceux qui ont accepté éventuellement, s'ils n'arrivaient pas à consommer leur licence en interne, à les partager avec d'autres régions. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents e-formation et de voir quelles sont les licences qui restent et qui sont disponibles sur vos sites, de manière à ce qu'on puisse les utiliser le mieux possible et le plus efficacement possible. Au niveau des licences, elles sont prévues pour des années scolaires. Je réponds à Martine qui pose cette question. Donc, en principe, les licences sont prévues de septembre à septembre, mais vous avez noté qu'on a eu un petit délai technique de mise en place puisqu'on passe directement par l'ELMS
pour éviter que les apprenants aient plusieurs plateformes. Hein, donc, c'est une intégration du SSO. Enfin, la connexion se fait entre la plateforme LMS et la plateforme Voltaire directement. Pour l'apprenant, c'est assez transparent. Et donc, on a un petit délai supplémentaire. Donc, les licences qui étaient ouvertes jusqu'en normalement fin août 2020 seront prolongées jusqu'à fin octobre cette année exceptionnellement. Mais ensuite, les licences qui seront commandées seront plutôt sur une année scolaire pleine. Donc, c'est ce que je disais, hein, Patrick. Effectivement, les licences ont été, dans certains cas, les licences qui n'étaient pas utilisées, certains DIRS, notamment sur Grand Est, acceptaient qu'elles puissent être remises un petit peu à disposition de l'ensemble du réseau qui serait en besoin de ces licences-là. Je pense par exemple à nos collègues, hein, qui sont en Guyane. Voilà, l'idée, c'est qu'on peut aussi peut-être… eux n'étaient pas là quand on a fait la commande, hein, donc ça fait partie de licences qui pourraient mobiliser pour leurs stagiaires. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire cet inventaire et de voir comment on peut les utiliser au mieux. En tout cas, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Elisa, merci beaucoup Vincent. Alors, je fais beaucoup de merci, vous l'avez remarqué, mais je crois qu'il y a deux choses. D'abord, merci pour les travaux qui sont faits, qui sont absolument remarquables. Et depuis le 16, je dirais que c'est toujours un plaisir de les voir, de les partager, de les mettre en lumière. Mais c'est un merci aussi pour ceux qui acceptent de présenter, de passer un peu devant ce grand jury bienveillant, mais c'est l'intérêt. Donc, n'hésitez pas vraiment à me solliciter pour dire j'ai quelque chose à présenter, et vous pouvez le faire au titre, Ingrid, Bernard, Adeline sont là aussi pour relayer tous ces projets. L'idée, c'est qu'on a de quoi partager, de quoi présenter. Donc, n'hésitez pas à vous manifester pour dire on a une idée, on a un projet, on a une façon de faire qui sont à partager, et ça peut donner des idées à quelqu'un qui peut-être est bloqué sur telle ou telle action. Donc, vraiment, cet espace est totalement libre, totalement ouvert. Il suffit de se manifester. Et en tout cas, merci pour ceux qui prennent la parole à chaque fois. Ça m'évite de devoir parler trop longtemps. Et donc, je vais voir si vous avez d'autres remarques, d'autres questions. N'hésitez pas vraiment, avant de laisser la parole à Ingrid pour une conclusion. En tout cas, moi, je vais retourner à mes mails. Hein. Donc, j'essaie de répondre à tous, y compris aux apprenants. Et j'encourage vraiment les formateurs à faire attention à pas toujours me diriger les apprenants, parce qu'ils sont coriaces, hein, les apprenants, quand ils ont un souci avec la plateforme. Parfois, ça se règle très, très vite, et parfois, ils sont en grande attente. Donc, n'hésitez pas, il y a parfois des soucis simplement de mail ou des soucis d'accès, mais qui se résolvent très rapidement. N'hésitez pas, là aussi, à poser pas mal de questions, à explorer un peu le souci avant de me les adresser. Moi, je réponds bien volontiers, mais ça ne fait qu'à rallonger la liste des mails. En tout cas, merci à tous pour votre présence toujours aussi nombreuse. Et puis, écoutez, je vais arrêter de parler. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à tout le monde. Merci aux personnes qui ont pris la parole aujourd'hui. C'était vraiment très, très intéressant, très bien. Donc, vous n'hésitez pas à nous remonter si vous souhaitez. Donc, présenter des travaux, il n'y a aucun problème. Moi, Adeline, Bernard, Jérôme, ensemble, nous sommes plus forts et plus et plus performants. On se donne rendez-vous demain à 16h et encore merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.